Le tribunal plongea dans un silence de mort. Chaque personne retint son souffle en observant une minuscule fillette de 11 ans aux longs cheveux bruns s'avancer vers l'avant. Le claquement de ses petites chaussures résonnait sur le parquet. Elle portait une simple robe rouge, bien trop grande pour sa silhouette menue. Dans ses mains tremblantes, elle serrait un dossier usé contre sa poitrine. Le juge Pierre Leclerc, un homme d'un certain âge aux cheveux grisonnants et au regard perçant, était assis derrière son imposant bureau en bois. Vêtu de sa robe de magistrat noir, il baissa les yeux vers la petite fille, les sourcils haussés. « Jeune fille, que faites-vous ? Asseyez-vous. C'est un tribunal. » Votre honneur, l'interrompit la fillette, la voix chevrotante mais claire. « Je m'appelle Manon Dubois. Cet homme là-bas est mon père, Stéphane Dubois. » Elle désigna un homme mince, à l'air fatigué, vêtu d'un vieux costume gris, assis au banc des accusés. « Et je vais défendre mon père moi-même, parce que personne d'autre ne dira la vérité. » Le tribunal tout entier explosa. Des halètements et des murmures bruyants se firent entendre. Certains se levèrent de leur siège. « Ordre !» Le juge Leclerc frappa violemment son marteau. Le bruit sec fit taire tout le monde. Maître Christophe Vidal, le procureur dans son costume coûteux, se leva d'un bond avec un sourire amusé. « Votre honneur, c'est ridicule. L'enfant devrait être sorti d'ici. »« J'ai des preuves. » cria Manon en brandissant son dossier. « Des preuves que mon père est innocent. Des preuves qui montrent qui a vraiment volé l'argent. » Silence complet. Le juge Leclerc la dévisagea. Le procureur cessa de sourire. Stéphane, le père de Manon, avait des larmes qui coulaient sur son visage. « Manon, ma chérie, tu n'as pas à faire ça. » Manon se tourna vers lui, ses propres yeux embués de larmes. « Si, papa. Si les adultes ne se battent pas pour toi, alors je le ferai. » Le juge retira ses lunettes et se frotta les yeux. Finalement, il regarda à nouveau Manon. « Enfant, dit-il lentement. Comprenez-vous ce que vous dites ? Votre père est accusé d'avoir volé 50 000 €. Des avocats très intelligents ont examiné ce dossier. Les preuves contre lui sont très solides. Les preuves sont fausses, dit Manon, la voix maintenant assurée. Et je peux le prouver. Un autre hoquet de surprise parcourut la salle. Le juge Leclerc se pencha en avant, étudiant le visage déterminé de la fillette. Quelque chose dans ses yeux le fit hésiter. Après un long moment, il parla. « Je suis juge depuis 32 ans, et je n'ai jamais fait ça auparavant, mais je vais vous laisser parler. » Il désigna maître Lucas Moreau, l'avocat nerveux de Stéphane. « Vous l'aiderez à présenter ses preuves correctement. » Maître Vidal se leva, le visage rouge. « Votre honneur, je m'oppose. C'est contraire à toutes les procédures. » Objection notée. « Asseyez-vous, maître Vidal. » La voix du juge était ferme. « C'est mon tribunal. » Manon sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle se tourna une dernière fois vers son père. Stéphane sourit à travers ses larmes, le premier vrai sourire qu'elle avait vu depuis des mois. Ses lèvres bougèrent silencieusement. « Je t'aime. » Manon essuya ses larmes et fit de nouveau face au juge. « Votre honneur, » dit-elle en ouvrant son dossier. « Je dois vous parler de mon père, de qui il est vraiment, de ce qui s'est réellement passé, et de la personne qui a détruit nos vies. » Le tribunal était silencieux. Tous les yeux étaient fixés sur la petite fille au dossier usé et au cœur courageux. « Bonjour les amis, bienvenue à notre histoire. Avant de commencer, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Paris, Lyon, Marseille ou Nice ? Nous voulons savoir. » Manon et son père, Stéphane, vivaient dans un petit appartement dans un quartier tranquille de la ville. L'appartement avait 2 chambres, une cuisine minuscule et un salon avec de vieux meubles. La peinture sur les murs s'écaillait et le canapé avait une petite déchirure sur un côté, mais c'était leur chez eux, et ils y étaient heureux. Stéphane travaillait comme comptable dans une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Chaque matin, il se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour Manon et son panier repas pour l'école. Il mettait ses plus beaux costumes pour aller travailler et embrassait toujours Manon sur le front avant de partir. « Sois sage à l'école aujourd'hui, ma chérie, » disait-il avec un sourire chaleureux. « Je le serai, papa, je t'aime, »
répondait Manon en le serrant fort dans ses bras. La mère de Manon était décédée quand Manon n'avait que 5 ans. Un accident de voiture. Manon se souvenait du rire de sa mère et de ses étreintes chaleureuses, mais les souvenirs s'estompaient comme de vieilles photographies. Stéphane gardait une photo d'elle sur l'étagère du salon, une belle femme aux cheveux bruns et aux yeux bienveillants, souriant à l'appareil photo. Parfois, Manon surprenait son père en train de regarder cette photo avec des yeux tristes. Mais dès qu'il remarquait que Manon l'observait, il souriait et la prenait dans ses bras. « Ta mère serait si fière de la jeune femme que tu deviens, » murmurait-il. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Le salaire de Stéphane suffisait à payer le loyer, la nourriture et les fournitures scolaires de Manon, mais il ne restait pas grand-chose. Manon portait des vêtements de ses cousines plus âgées. Il ne pouvait pas se permettre de manger au restaurant ou de partir en vacances comme les autres familles, mais Manon s'en fichait. Chaque samedi, Stéphane l'emmenait à la bibliothèque municipale, et ils empruntaient des livres ensemble. Le dimanche, ils allaient au parc avec du pain rassis pour nourrir les canards. Parfois, pour les grandes occasions, Stéphane achetait une petite crêpe salée, et ils la mangeaient ensemble en regardant des films sur leur vieille télévision. « Nous n'avons pas grand-chose, Manon, » lui disait Stéphane. « Mais nous avons l'un l'autre, et ça vaut plus que tout l'argent du monde. » Manon le croyait. Son père était son héros. Il travaillait dur. Il était honnête. Et il l'aimait plus que tout. Chaque soir avant de se coucher, Stéphane s'asseyait au bord du lit de Manon, et ils parlaient de leur journée. « Que as-tu appris à l'école aujourd'hui » demandait-il. Manon lui parlait de son cours de maths, de l'histoire que son institutrice avait lue, ou du jeu auquel elle avait joué à la récréation. Stéphane écoutait chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde. Puis il priait avec elle. « Merci de nous avoir gardés en sécurité aujourd'hui. Merci pour notre maison et notre nourriture. S'il te plaît, veille sur nous demain et toujours. » La vie était simple. La vie était paisible. La vie était belle. Mais il y a 7 mois, tout a changé. Tout a commencé un soir, lorsque Stéphane est rentré du travail, plus excité que Manon ne l'avait vu depuis des années. Ses yeux brillaient et il avait un immense sourire sur le visage. « Manon, devine ce qui s'est passé aujourd'hui » dit-il en la soulevant et en la faisant tourner. « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, papa » Manon rit, s'accrochant à ses épaules. Stéphane la posa et s'agenouilla devant elle, lui tenant les 2 mains. « Tu te souviens que je t'ai dit que je travaillais sur un gros projet au travail ? Eh bien, l'associé de mon directeur, Monsieur Nicolas Mercier, a remarqué mon travail. Il a dit que j'étais intelligent et talentueux, et il veut monter une nouvelle entreprise avec moi. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Vraiment ? C'est génial, papa. » « Oui. Monsieur Mercier a dit que nous pourrions être partenaires, à parts égales. Il apportera l'argent pour lancer l'entreprise et je m'occuperai de toute la comptabilité et de la planification financière. Si ça marche, nous pourrions gagner beaucoup d'argent, Manon. Nous pourrions déménager dans un meilleur appartement. Je pourrais t'acheter de nouveaux vêtements. Nous pourrions économiser pour tes études. » Des larmes de joie emplirent les yeux de Stéphane. Après toutes ces années de difficultés, enfin, les choses vont s'améliorer pour nous. Manon serra son père très fort. « Je suis si fier de toi, papa. » Au cours des semaines suivantes, Stéphane travailla plus dur que jamais. Il rentrait tard le soir, fatigué mais heureux, avec des papiers et des dossiers sous le bras. Ils s'asseyaient à leur petite table de cuisine, examinant des chiffres et des contrats pendant que Manon faisait ses devoirs à côté de lui. « Papa, tu devrais te reposer, » disait Manon, inquiète de le voir si fatigué. « Je le ferai, ma chérie. Je dois juste m'assurer que tout est parfait. Monsieur Mercier me confie beaucoup d'argent. Je dois faire ça bien. » Monsieur Nicolas Mercier était un riche homme d'affaires d'une 50aine d'années. Il avait les cheveux gris, des costumes chers et un large sourire qui révélait des dents blanches. Il conduisait une voiture de luxe et portait une montre en or qui coûtait probablement plus que ce que Stéphane gagnait en un an. La première fois que Manon le rencontra, c'est lorsqu'il vint à leur appartement pour discuter affaires avec son père. « Alors, c'est votre fille » dit Monsieur Mercier en serrant la main de Manon. « Votre père parle tout le temps de vous. Il dit que vous êtes la fille la plus intelligente de votre classe. » Manon sourit timidement. « Merci, monsieur. »
S'il vous plaît, appelez-moi Monsieur Mercier. Votre père et moi sommes partenaires maintenant. Il se tourna vers Stéphane. Vous êtes un homme chanceux, Stéphane. La famille, c'est tout. Stéphane sourit fièrement. Elle est tout mon monde. Monsieur Mercier semblait gentil. Il apporta à Manon un petit cadeau, un livre sur la science, et lui dit d'étudier dur. L'éducation est la clé du succès, dit-il. Manon l'appréciait, et son père lui faisait entièrement confiance. La nouvelle entreprise s'appelait Services financiers Mercier et Dubois. Monsieur Mercier versa 50 000 € sur le compte de l'entreprise pour commencer. Le travail de Stéphane consistait à gérer tout l'argent, payer les factures, s'occuper des impôts et tenir des registres parfaits de chaque euro dépensé. C'est ma chance de construire quelque chose de réel, dit Stéphane à Manon un soir. De te donner une vie meilleure, de rendre ta mère fière. Pendant 2 mois, tout se passa bien. L'entreprise commença à avoir des clients. L'argent rentrait. Stéphane travaillait jour et nuit, tenant des registres parfaits de tout. Il était si prudent, si honnête, si déterminé à réussir. Puis, un lundi matin, tout s'écroula. Stéphane était au travail lorsque 2 policiers entrèrent dans le bureau. Ils se dirigèrent droit vers son bureau sous les yeux de tout le monde. « Stéphane Dubois » dit un policier. Oui, Stéphane se leva, confus. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol et fraude. » Le visage de Stéphane devint blême. « Quoi ? Il doit y avoir une erreur. Vous avez le droit de garder le silence. » Le policier commença à lui lire ses droits tout en lui passant les menottes au poignet. Les collègues de Stéphane le regardaient, choqués. Certains chuchotaient entre eux. D'autres sortirent leur téléphone pour enregistrer. « S'il vous plaît, il y a eu une erreur, » dit Stéphane désespérément. « Je n'ai rien volé. Vérifiez les registres. Vérifiez tout. » Mais les policiers ne l'écoutèrent pas. Ils le firent sortir du bâtiment, menotté, tandis que les gens regardaient et chuchotaient. Ce jour-là à l'école, Manon fut appelée dans le bureau du directeur. En entrant, elle vit une femme en tailleur gris qui l'attendait. « Bonjour, Manon. Je m'appelle Madame Sophie Girard. Je travaille pour les services sociaux. » Le cœur de Manon se mit à battre très vite. « Où est mon père ? Il va bien ? » Le visage de Madame Girard était aimable mais sérieux. « Ton père a été arrêté, ma chérie. Il est accusé d'avoir volé de l'argent à son entreprise. En attendant que cette affaire soit réglée, nous devons te trouver un endroit temporaire où rester. » Non. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. « Mon père n'a rien volé. Il ne ferait jamais ça. Il est honnête. Il est bon. Je comprends que tu sois bouleversé, mais... Je veux mon père. » Pleura Manon. « S'il vous plaît, j'ai besoin de mon père. » Mais peu importe combien Manon pleurait, peu importe combien elle suppliait, il ne l'écoutait pas. Cette nuit-là, Manon resta chez sa tante Sylvie Lambert, la sœur cadette de son père. Tante Sylvie vivait à l'autre bout de la ville dans une maison de campagne avec son mari et ses 3 enfants. La maison était bondée et bruyante, mais tante Sylvie fit de son mieux pour que Manon soit à l'aise. « Ton père va s'en sortir, ma chérie, » dit tante Sylvie en serrant Manon dans ses bras. « Tout ça n'est qu'un gros malentendu. Ils vont régler ça. » Mais Manon ne put dormir cette nuit-là. Elle resta allongée dans le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond, pensant à son père. Avait-il peur? Était-il seul? Pensait-il qu'elle le croyait coupable? Le lendemain, tante Sylvie emmena Manon voir Stéphane à la prison. Ils s'assirent dans une petite pièce, séparée par une épaisse vitre. Stéphane était assis de l'autre côté, portant un uniforme de prisonnier. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Il avait l'air si fatigué et brisé. Manon prit le téléphone de son côté de la vitre. Stéphane prit le sien. « Papa. » La voix de Manon se cassa. « Oh, ma petite fille. » Les larmes de Stéphane se mirent à couler. « Je suis tellement désolé. Tellement désolé que tu doives me voir comme ça. Papa, que s'est-il passé? Pourquoi pense-t-il que tu as volé de l'argent? » Stéphane secoua la tête. « Je ne sais pas, Manon. Monsieur Mercier dit qu'il manque 50 000 € sur le compte de l'entreprise,
les mêmes 50 000 qu'il a mis au début. Il dit que c'est moi qui les ai pris, mais ce n'est pas vrai. Je te jure que je n'ai pas touché à cet argent. Je sais que tu ne l'as pas fait, papa. Je sais que tu ne le ferais jamais. La police a trouvé des documents avec ma signature disant que j'ai retiré l'argent, mais je n'ai jamais signé ces papiers, Manon. Quelqu'un a imité ma signature. Quelqu'un me tend un piège. Et je pense que c'est Monsieur Mercier lui-même. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Monsieur Mercier? Mais pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, mais rien d'autre n'a de sens. Stéphane pressa sa main contre la vitre. Manon, écoute-moi. Tu dois rester avec tante Sylvie et être sage. Va à l'école. Fais tes devoirs. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais trouver une solution. Mais, papa. L'avocat qu'ils m'ont donné dit que le procès est dans 2 mois. Il m'aidera. Nous prouverons que je suis innocent. Tout ira bien. Mais Manon pouvait voir la peur dans les yeux de son père. Il ne croyait pas ses propres paroles. Leur temps de visite se termina trop vite. Alors que le garde emmenait Stéphane, il se retourna une dernière fois. Je t'aime, Manon. N'oublie jamais ça. Je t'aime aussi, papa. Manon pressa sa main contre la vitre, souhaitant pouvoir le serrer dans ses bras une dernière fois. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Manon. À l'école, les enfants chuchotaient à son sujet. Certains de ses amis cessèrent de lui parler. Pendant le déjeuner, elle s'asseyait seule à une table dans un coin pendant que d'autres enfants la regardaient et chuchotaient derrière leurs mains. C'est la fille dont le père est un voleur, entendit-elle quelqu'un dire. Ma mère a dit qu'il a volé beaucoup d'argent, murmura un autre enfant. Manon voulait leur crier dessus. Elle voulait leur dire que son père était innocent, mais les mots restaient coincés dans sa gorge et à la place, des larmes remplissaient ses yeux. Son institutrice, Madame Valérie Rousseau, était gentille avec elle. Ne les écoute pas, Manon, disait-elle doucement. Garde la tête haute. Mais c'était difficile. Si difficile. Tous les quelques jours, tante Sylvie emmenait Manon rendre visite à Stéphane à la prison. Chaque fois, Stéphane avait l'air plus mince, plus fatigué, plus brisé. Mais il souriait toujours en voyant Manon, lui demandait des nouvelles de l'école et essayait de faire comme si tout était normal. « Comment vont tes notes en maths ?» demandait-il. « Bien, papa. J'ai eu un A à mon contrôle. C'est ma fille. Je suis si fier de toi. » Mais Manon voyait la tristesse dans ses yeux. Elle voyait à quel point cela le détruisait. Un soir, 3 semaines après l'arrestation de Stéphane, Manon surprit tante Sylvie en train de parler au téléphone dans la cuisine. Manon était censée faire ses devoirs dans le salon, mais elle entendit la voix inquiète de sa tante et s'approcha doucement pour écouter. « Je ne sais pas quoi faire, maman, » disait tante Sylvie à la grand-mère de Manon, grand-mère Monique Lambert. L'avocat de Stéphane est inutile. Cet homme parle à peine à Stéphane. Il ne cesse de répéter que les preuves sont trop solides, que Stéphane devrait plaider coupable et espérer une peine plus légère. Le cœur de Manon se serra. Plaider coupable? Mais son père n'était pas coupable. Je sais, continua tante Sylvie. Mais que pouvons-nous faire? Nous n'avons pas les moyens de nous payer un meilleur avocat. Ces avocats de renom coûtent des milliers d'euros que nous n'avons pas. Stéphane a utilisé toutes ses économies pour essayer de lancer cette entreprise avec ce serpent, Monsieur Mercier. Elle fit une pause, écoutant. Oui, je crois aussi que Stéphane est innocent. Mais y croire ne suffit pas. Le procès est dans 6 semaines, et à moins que quelque chose ne change, mon frère va aller en prison. Les mains de Manon se mirent à trembler. Son père allait aller en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, et personne ne pouvait l'aider. Cette nuit-là, Manon ne put dormir. Elle resta au lit, fixant le plafond sombre, réfléchissant encore et encore. Il devait y avoir quelque chose qu'elle pouvait faire. Il devait y avoir un moyen d'aider son père. Mais que pouvait faire une fillette de 11 ans que des avocats adultes ne pouvaient pas faire? Puis elle se souvint de quelque chose que son père lui disait toujours. Quand tu as un problème, Manon, ne te contente pas de t'inquiéter. Pense-y. Utilise ton cerveau. Cherche des indices. Cherche des solutions.
des indices. Manon s'assit dans son lit. Son père avait dit que quelqu'un avait imité sa signature. Il avait dit que les documents étaient faux. Il avait dit que M. Mercier le piégeait. Si c'était vrai, il devait y avoir des preuves quelque part. Des preuves, quelque chose qui montrerait la vérité. Mais où? Le lendemain après l'école, Manon demanda à tante Sylvie si elle pouvait retourner à son ancien appartement. Le propriétaire m'a laissé le garder encore un mois pendant que nous réglons les choses, expliqua tante Sylvie en déverrouillant la porte. Mais nous devrons bientôt déménager les affaires de ton Percy. S'il ne rentre pas à la maison. L'appartement semblait froid et vide. Il sentait le renfermer, comme si personne n'y avait été depuis longtemps. Manon traversa lentement les pièces, se remémorant des temps plus heureux. La cuisine où papa préparait le petit déjeuner. Le canapé où il regardait des films. Sa chambre avec ses peluches toujours sur le lit. Je serai dans le salon à faire quelques cartons, dit tante Sylvie. Prends ton temps pour récupérer ce dont tu as besoin dans ta chambre, ma chérie. Mais Manon n'alla pas dans sa chambre. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la chambre de son père. La chambre de Stéphane était petite et simple, un lit, une commode, un petit bureau près de la fenêtre. Sur le bureau se trouvaient des piles de papier, des factures, des reçus, des documents de travail que la police n'avait pas saisis comme preuve. Manon s'assit au bureau et commença à examiner attentivement les papiers. La plupart étaient des choses ennuyeuses. Factures d'électricité, quittances de loyer, tickets de caisse de supermarché. Son père gardait des registres de tout, comme on le lui avait appris en tant que comptable. Puis, au bas d'une pile, Manon trouva un dossier intitulé « Affaires Mercier et Dubois ». Son cœur s'accéléra en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des copies de contrats, des relevés bancaires et des documents commerciaux. Manon ne comprenait pas la plupart de ces documents. Le langage était trop compliqué, plein de mots comme « responsabilité fiscale », « investissement en capital » et « obligation fiduciaire ». Mais elle continua à chercher. Puis elle trouva quelque chose d'intéressant. C'était une copie du document qui disait que son père avait retiré les 50 000 € du compte de l'entreprise. Le document qui était utilisé comme preuve contre lui. Manon fixa la signature de son père en bas. Elle avait vu la signature de son père des milliers de fois, sur les autorisations pour l'école, les cartes d'anniversaire, les cartes de fête des pères qu'elle lui fabriquait. Elle savait comment il signait son nom. Et cette signature semblait fausse. Le S de Stéphane était trop rond. Son père faisait toujours des S pointus et anguleux. Et le D de Dubois était trop petit. Les D de son père étaient toujours grands et amples. C'était proche, très proche. Quelqu'un s'était entraîné à copier sa signature, mais ce n'était pas exact. Les mains de Manon tremblaient d'excitation. C'était une preuve. Cela montrait que la signature était falsifiée. Mais qui la croirait? Elle n'était qu'une enfant. Les adultes lui tapoteraient probablement la tête et diraient « C'est bien, ma chérie », et l'ignoreraient. Elle continua à fouiller dans le dossier. Vers la fin, elle trouva les relevés bancaires du compte de l'entreprise. Elle regarda attentivement les dates. Selon les relevés, les 50 000 € avaient été retirés le 15 mars à 14h30. Le 15 mars. Manon attrapa son sac à dos et sortit son agenda scolaire. Elle retourna à la page de mars. Le 15 mars, elle avait écrit « Papa est venu à l'école pour la rencontre parents-professeurs de 14h à 15h ». Son cœur s'emballa. Son père avait été à son école pendant une rencontre parents-professeurs au moment exact où quelqu'un était censé retirer de l'argent de la banque. Elle se souvenait clairement de ce jour. Son institutrice, Madame Rousseau, avait voulu parler à Stéphane des excellentes notes de Manon et suggérer qu'elle rejoigne la classe de mathématiques avancées. C'était la preuve que son père n'aurait pas pu être à la banque à retirer de l'argent s'il était à l'école avec elle. Pourquoi son avocat n'avait-il pas soulevé ce point? Manon continua de fouiller dans les papiers, son esprit tournant à plein régime maintenant. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi d'autre qui pourrait aider. Puis elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. C'était une copie d'un email. La police devait l'avoir manqué en rassemblant les preuves. L'email était de M. Mercier à Stéphane, daté du 20 février, 3 semaines avant que l'argent ne disparaisse. L'email disait « Stéphane, j'ai réfléchi. Ce partenariat ne fonctionne pas comme je l'espérais.
Je vais avoir besoin de récupérer mon investissement initial bientôt. Discutons de la manière de clôturer l'entreprise correctement. Manon le lut encore et encore. Monsieur Mercier voulait récupérer son argent. Il voulait fermer l'entreprise. Mais 3 semaines plus tard, il accusait Stéphane d'avoir volé ce même argent. Cela n'avait aucun sens. Sauf si Monsieur Mercier avait repris son propre argent et en avait ensuite accusé Stéphane. Mais pourquoi ferait-il ça? Manon réfléchit intensément. Si Monsieur Mercier fermait simplement l'entreprise normalement, il récupérerait ses 50 000 €, mais c'est tout. Mais s'il accusait Stéphane de l'avoir volé, alors Stéphane irait en prison et Monsieur Mercier pourrait le poursuivre en justice et peut-être obtenir encore plus d'argent. De plus, peut-être que Monsieur Mercier devait de l'argent à des gens et avait besoin d'un moyen de le faire disparaître. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle savait au fond de son cœur que Monsieur Mercier avait piégé son père. Manon, ça va là-dedans? Appela tante Sylvie depuis le salon. Oui, juste une minute. Manon rassembla rapidement les papiers importants, le document de signature, le relevé bancaire, l'email, et quelques autres choses. Elle les fourra soigneusement dans son sac à dos. Elle devait les montrer à quelqu'un qui écouterait, quelqu'un qui pourrait aider. Mais qui? L'avocat de son père? L'homme que tante Sylvie disait inutile? La police? Ils avaient déjà décidé que son père était coupable. Puis Manon se souvint de quelque chose que son institutrice avait dit à la classe. Si jamais vous avez besoin de justice, c'est à ça que servent les tribunaux. C'est ce que font les juges. Ils écoutent les preuves et prennent des décisions justes. Un juge. Elle devait montrer ses preuves au juge lors du procès de son père. Mais le procès était encore dans 5 semaines, et elle n'était qu'une enfant. La laisserait-il seulement parler? Manon prit une décision à cet instant précis. Elle ne savait pas comment elle s'y prendrait. Elle ne savait pas si quelqu'un l'écouterait, mais elle allait essayer. Son père s'était toujours battu pour elle. Maintenant, c'était à son tour de se battre pour lui. Au cours des semaines suivantes, Manon travailla comme elle n'avait jamais travaillé auparavant. Chaque jour après l'école, elle se rendait à la bibliothèque municipale au lieu de rentrer directement chez tante Sylvie. Elle dit à sa tante qu'elle faisait ses devoirs avec une amie, ce qui était en quelque sorte vrai. La bibliothèque était son amie maintenant. À la bibliothèque, Manon utilisait les ordinateurs pour rechercher tout ce qu'elle pouvait sur les tribunaux, les procès et les preuves. Elle lisait des sites web juridiques simples. Elle regardait des vidéos sur le fonctionnement des tribunaux. Elle apprit des mots comme « accusé », la personne accusée d'un crime, procureur, l'avocat qui essaie de prouver la culpabilité, preuve, ce qui montre ce qui s'est réellement passé, et témoignage, quand quelqu'un raconte ce qu'il sait. Elle apprit que lors d'un procès, les gens pouvaient présenter des preuves pour étayer leur cause. Elle apprit que des témoins pouvaient être appelés à témoigner. Elle apprit que parfois, des preuves importantes étaient manquées ou ignorées. Elle alla aussi à la photocopieuse de la bibliothèque et fit des copies de tous les documents qu'elle avait trouvés, en utilisant le peu d'argent de poche que tante Sylvie lui donnait. Elle organisa tout dans un dossier, comme son père lui avait appris à organiser ses papiers d'école. Elle prit des notes dans un langage simple qu'elle pouvait comprendre. Document 1, signature falsifiée. La signature ne correspond pas à la vraie signature de papa. Le S est trop rond. Le D est trop petit. Document 2, chronologie du relevé bancaire. Argent retiré le 15 mars à 14h30. Papa était à la rencontre parents-professeurs de 14h à 15h. Il ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. Document 3, email de Monsieur Mercier. Montre que Monsieur Mercier voulait récupérer son argent. Montre qu'il voulait fermer l'entreprise. C'était 3 semaines avant qu'il n'accuse papa de vol. Manon fit aussi autre chose. Elle rendit visite à son père en prison et lui posa des questions. Des questions importantes. Papa, le 15 mars, quand tu es venu à ma rencontre parents-professeurs, te souviens-tu de quelque chose d'autre ce jour-là? Stéphane réfléchit longuement. Eh bien, après avoir rencontré ton institutrice, nous nous sommes arrêtés à ce café du coin à côté de l'école. Tu te souviens? Je t'ai acheté un chocolat chaud. As-tu encore le reçu? Un reçu? Stéphane parut confus. Pourquoi l'aurais-je? Puis ses yeux s'écarquillèrent. Attends,
j'utilise ma carte bancaire pour tout. Le relevé de carte bancaire montrerait la transaction. Ça prouverait que j'étais là. Où sont tes relevés de carte bancaire? Demanda Manon avec enthousiasme. Ils devraient être dans le tiroir de mon bureau à l'appartement, dans un dossier intitulé Relevé bancaire. Manon, pourquoi me demandes-tu tout ça? Manon lui serra la main à travers la vitre. Je t'aide, papa. Je vais prouver que tu es innocent. Les yeux de Stéphane s'emplirent de larmes. Manon, ma chérie, c'est trop pour toi, aussi. Non, papa. Tu as toujours pris soin de moi. Maintenant, c'est moi qui vais prendre soin de toi. La fois suivante où tante Sylvie l'emmena à l'appartement, Manon trouva les relevés de carte bancaire. Et c'était là, un paiement au café du coin le 15 mars à 14h47, juste à côté de l'école, au moment même où quelqu'un était censé retirer de l'argent de la banque à l'autre bout de la ville. Le trajet prenait 30 minutes en Renault 4. D'autres preuves. Manon l'ajouta à son dossier. 2 semaines avant le procès, Manon rendit visite à l'avocat de Stéphane, maître Lucas Moreau, dans son petit bureau du centre-ville. Tante Sylvie avait accepté de l'y emmener, bien qu'elle ne pensât pas que cela aiderait beaucoup. Cet homme répond à peine à mes appels, marmonna tante Sylvie en montant les escaliers jusqu'au bureau du 2e étage. Le bureau de maître Moreau était minuscule et en désordre. Des papiers étaient empilés partout. Le bureau était couvert de tasses de café et de dossiers. Maître Moreau lui-même était un jeune homme, peut-être 30 ans, avec des cheveux blonds en désordre et des yeux fatigués. Il avait l'air dépassé et stressé. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, levant à peine les yeux de son ordinateur. « Maître Moreau, je suis Manon Dubois, la fille de Stéphane Dubois. Je dois vous parler du cas de mon père. » Maître Moreau lui jeta un bref coup d'œil, puis retourna à son ordinateur. « Écoute, gamine, je sais que c'est dur pour toi, mais... » « J'ai trouvé des preuves, » l'interrompit Manon. Elle posa son dossier sur son bureau. « Des preuves qui montrent que mon père est innocent. » Maître Moreau soupira comme s'il avait déjà entendu ça. Tout le monde pense avoir des preuves qui sauveront un membre de sa famille, mais le dossier de l'accusation est très solide. La meilleure chose que votre père puisse faire est de plaider coupable et d'espérer. Non. La voix de Manon était ferme. Mon père est innocent et je peux le prouver. S'il vous plaît, regardez simplement ce que j'ai trouvé. Quelque chose dans la voix de Manon fit que maître Moreau arrêta de taper. Il la regarda attentivement pour la première fois. Puis il regarda tante Sylvie, qui haussa les épaules. 5 minutes, dit-il. C'est tout ce que j'ai. Manon ouvrit son dossier et commença à tout lui montrer, la signature falsifiée, la chronologie prouvant que Stéphane était à l'école lorsque l'argent a été retiré, le reçu de carte bancaire, l'email de monsieur Mercier voulant fermer l'entreprise. Pendant qu'elle parlait, l'expression de maître Moreau changea lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. Il cessa d'avoir l'air ennuyé et commença à paraître intéressé. « Attendez, attendez, dit-il en prenant le relevé bancaire. Vous dites que votre père était à une rencontre parent-professeur au moment exact du retrait? Oui, et j'étais là. Je peux témoigner. Et mon institutrice, Madame Rousseau, elle peut témoigner aussi. Elle s'en souviendra. Maître Moreau attrapa un autre document. Et cet email, cela montre que monsieur Mercier voulait mettre fin au partenariat avant que l'argent ne disparaisse. Il leva les yeux vers Manon avec quelque chose qui ressemblait à du respect dans son regard. Où avez-vous trouvé tout ça? Dans le bureau de mon père. La police n'a pas tout pris. Ils ont manqué ces papiers. Maître Moreau se renversa dans son fauteuil, passant ses mains dans ses cheveux. Ça change vraiment les choses. Pourquoi votre père ne m'a-t-il pas parlé de la rencontre parent-professeur? Il ne s'en souvenait probablement pas. Il a si peur et est si triste. Il ne pense pas clairement, dit Manon. Maître Moreau commença à prendre des notes rapidement. D'accord. D'accord. C'est bien. C'est même très bien. L'analyse de la signature pourrait ne pas tenir. Les experts en écriture coûtent cher et prennent du temps, mais la chronologie, l'alibi, c'est solide. Il regarda Manon. Vous avez fait un travail de détective, gamine. Un vrai travail de détective. Manon sentit une chaleur dans sa poitrine.
Quelqu'un l'écoutait enfin. Pouvez-vous utiliser ça pour aider mon père? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. Je vais essayer. Je vais contacter votre institutrice et obtenir sa déclaration. Je vais assigner les registres du café s'ils les ont encore. Et je vais examiner plus attentivement cet email. Maître Moreau sourit même un peu. Votre père a de la chance de vous avoir. Manon quitta le bureau en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, mais son espoir ne dura pas longtemps. Une semaine avant le procès, Maître Moreau appela tante Sylvie avec de mauvaises nouvelles. Manon écoutait depuis l'autre pièce pendant que sa tante parlait au téléphone. Comment ça, l'institutrice ne peut pas témoigner? Dit tante Sylvie, la voix s'élevant. Elle était là. Elle se souvient de la rencontre. Le cœur de Manon se serra. Le rectorat ne le permet pas. Pourquoi pas? Tante Sylvie se tut, écoutant. Ils ne veulent pas être impliqués dans une affaire criminelle. C'est ridicule. La liberté d'un homme est en jeu. Plus de silence. Et le café a effacé ses enregistrements de sécurité après 30 jours. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Tante Sylvie semblait vaincue. Et l'email? Manon retint son souffle. L'accusation dit que ça ne prouve rien. Que M. Mercier avait tout à fait le droit de vouloir récupérer son argent. Et ça ne prouve pas qu'il a piégé Stéphane. Tante Sylvie s'assit lourdement sur une chaise. Alors, maintenant? Qu'est-ce que ça signifie pour le procès? Manon n'entendit pas la réponse de Maître Moreau, mais elle vit le visage de sa tante se décomposer. Je vois, dit tante Sylvie doucement. D'accord, merci d'avoir essayé. Elle raccrocha. Manon entra dans la pièce. Tante Sylvie, que s'est-il passé? Sa tante la regarda avec des yeux tristes. Ma chérie. Maître Moreau a essayé d'utiliser les preuves que tu as trouvées. Il a vraiment essayé, mais ce n'est pas suffisant. L'école ne laissera pas ton institutrice témoigner parce qu'ils ne veulent pas que l'école soit impliquée dans une affaire judiciaire. Le café n'a plus de registre aussi ancien. Et les procureurs disent que l'email ne prouve pas que ton père est innocent. Mais si. Ça montre que M. Mercier voulait récupérer son argent. Ça montre qu'il avait une raison aussi. Je sais, ma chérie. Je sais. Mais apparemment, au tribunal, il faut plus que ça. Il faut ce qu'ils appellent une preuve concrète. Et sans le témoignage de ton institutrice ou les registres du café. La voix de tante Sylvie s'éteignit. Alors, qu'est-ce qui va arriver à papa? Murmura Manon, connaissant déjà la réponse. Maître Moreau dit. Il dit que ton père devrait plaider coupable. Accepter un accord. Peut-être obtenir moins de temps de prison au lieu de plus. Non. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Papa n'a rien fait de mal. Il ne peut pas aller en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Tante Sylvie prit Manon dans ses bras. Je sais, ma chérie. Je sais que ce n'est pas juste. Mais parfois. Parfois la vie n'est pas juste. Mais Manon ne pouvait pas accepter cela. Elle ne l'accepterait pas. Cette nuit-là, allongée dans son lit dans la chambre d'amis de tante Sylvie, Manon prit sa décision. Si les adultes ne pouvaient pas sauver son père, alors elle le ferait elle-même. Elle irait à ce tribunal. Elle se lèverait. Elle montrerait ses preuves au juge. Elle dirait la vérité sur la rencontre parent-professeur. Elle les forcerait à l'écouter. Elle ne savait pas si ça marcherait. Elle ne savait pas s'il la laisserait même parler, mais elle devait essayer. Pendant les 6 jours suivants, Manon se prépara. Elle organisa tous ses documents dans l'ordre. Elle répéta ce qu'elle dirait, chuchotant à elle-même dans le miroir quand personne ne regardait. Elle nota chaque point important sur des fiches pour ne rien oublier si elle devenait nerveuse. Elle fit des recherches sur la façon de s'adresser à un juge, votre honneur. Elle apprit comment présenter des preuves correctement. Elle regarda des vidéos de vrais procès pour voir comment les gens parlaient et agissaient. Elle n'était qu'une enfant, juste une fillette de 11 ans avec un dossier de papier. Mais elle était aussi une fille qui aimait son père plus que tout au monde. Et l'amour, décida-t-elle, vous rend courageux. Le matin du procès arriva. Manon se réveilla tôt et mit ses plus beaux vêtements, la chemise blanche et la jupe bleue que son institutrice lui avait donnée.
Tante Sylvie l'aida à se brosser les cheveux et à les attacher en une queue de cheval soignée. « Tu es très jolie, ma chérie, dit tante Sylvie. » Mais ses yeux étaient tristes. Elle ne connaissait pas le plan de Manon. Elle pensait qu'elles allaient juste assister au procès et soutenir Stéphane. Le palais de justice était un grand bâtiment du centre-ville avec de hautes colonnes et de nombreux escaliers. À l'intérieur, tout était en bois sombre et en marbre. Leurs pas résonnaient dans les couloirs. Elles trouvèrent le bon tribunal, salle 4B, et entrèrent. Le tribunal se remplissait déjà de gens. Il y avait des rangées de bancs comme dans une église. À l'avant se trouvait le grand bureau du juge et la barre des témoins. D'un côté, il y avait une table où les procureurs étaient assis, maître Christophe Vidal et maître Sandrine Leroy, tous deux l'air confiants dans leurs costumes coûteux. De l'autre côté se trouvait la table de la défense où Stéphane s'assiérait avec maître Moreau. Manon et tante Sylvie s'assirent au troisième rang. Manon serrait son dossier contre sa poitrine. Son cœur battait si vite qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Les gens continuaient d'entrer. Des journalistes avec des carnets, des citoyens curieux, du personnel du tribunal. La salle devenait de plus en plus bondée. Puis Stéphane fut amené. Il portait des menottes et l'uniforme de prisonnier. Il avait l'air si mince, si fatigué, si vaincu. Quand il vit Manon, son visage se crispa et des larmes remplirent ses yeux. Il articula les mots « Je t'aime ». Manon voulait courir vers lui, le serrer dans ses bras, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait que regarder le garde lui retirer ses menottes, et Stéphane s'asseoir à côté de maître Moreau à la table de la défense. « Levez-vous » cria un huissier. Tout le monde se leva alors que le juge Leclerc entrait dans la salle dans sa robe de magistrat. C'était un homme plus âgé avec des cheveux gris et des yeux perçants qui semblaient tout voir. Il s'assit à son grand bureau et regarda la salle d'audience. « Vous pouvez vous asseoir » dit-il d'une voix profonde et autoritaire. Tout le monde s'assit. La salle devint silencieuse. « Nous sommes ici aujourd'hui pour l'affaire de l'État contre Stéphane Dubois, dit le juge Leclerc. Monsieur Dubois est accusé de vol et de fraude pour un montant de 50 000 €. Avant de commencer avec les déclarations liminaires, y a-t-il des questions préliminaires à aborder ? Maître Vidal, le procureur, se leva. Non, votre honneur. L'accusation est prête à procéder. Maître Moreau se leva, l'air nerveux. Votre honneur, la défense aimerait. C'est à ce moment que Manon se leva. Ses jambes tremblaient. Ses mains tremblaient si fort que son dossier faillit lui glisser des mains, mais elle se leva et fit un pas dans l'allée. Toutes les têtes dans le tribunal se tournèrent pour la regarder. Les sourcils du juge Leclerc se haussèrent. « Jeune fille, que faites-vous » La voix de Manon sortit comme un murmure au début. « Votre honneur, je dois parler. »« Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Ce n'est pas le moment. »« S'il vous plaît. » La voix de Manon devint plus forte, plus audible. Elle fit un autre pas en avant. « S'il vous plaît, votre honneur. Je m'appelle Manon Dubois. Cet homme là-bas est mon père. » Le tribunal commença à murmurer. Les gens chuchotaient entre eux. Manon continua d'avancer vers l'avant, le claquement de ses petites chaussures sur le sol. Elle pouvait sentir tout le monde la dévisager. Elle pouvait voir le visage choqué de son père. Elle pouvait voir les procureurs l'air amusés, mais elle continua d'avancer. « Votre honneur, dit-elle, la voix claire maintenant, forte maintenant. Je vais défendre mon père moi-même parce que personne d'autre ne dira la vérité. » Et c'est là que le tribunal explosa. Les gens haltèrent et se levèrent de leur siège. Les journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets. Quelqu'un au fond cria « Est-ce que cette petite fille vient de dire qu'elle va défendre son père ?» Ordre ! Ordre ! Le juge Leclerc frappa violemment son marteau. Clac ! Clac ! Clac ! Le son résonna dans la pièce. Tout le monde s'assoit et se tait. Le bruit s'estompa, mais les gens chuchotaient encore entre eux. Maître Vidal bondit sur ses pieds, le visage rouge. « Votre honneur, c'est absolument ridicule. L'enfant doit s'asseoir immédiatement. » Maître Leroy se leva aussi. « Nous ne pouvons pas permettre à ce cirque de continuer. Il y a des règles et des procédures. » J'ai dit « Ordre !» Le juge Leclerc frappa à nouveau son marteau. Ses yeux perçants fixés sur Manon,
qui se tenait figé au milieu de l'allée, serrant son dossier. Stéphane avait les mains sur son visage, des larmes coulant entre ses doigts. Maître Moreau avait l'air complètement choqué, la bouche bée. Le juge se pencha en avant. « Jeune fille, venez ici. » Les jambes de Manon semblaient être en caoutchouc, mais elle marcha jusqu'à l'avant du tribunal jusqu'à se tenir directement devant le grand bureau du juge. Elle devait incliner la tête très en arrière pour le regarder. « Quel est votre nom ?» demanda le juge Leclerc, sa voix plus douce maintenant, mais toujours sérieuse. « Manon Dubois, votre honneur. » Sa voix ne tremblait qu'un peu. « Et quel âge avez-vous, Manon ?»« 11 ans, votre honneur. » Le juge Leclerc retira ses lunettes et les nettoya lentement, étudiant le visage de Manon. Le tribunal tout entier était silencieux, attendant. « Manon, » dit le juge avec précaution. « Comprenez-vous ce qui se passe ici aujourd'hui ? C'est un procès pénal. Votre père est accusé d'un crime très grave. Ce n'est pas un jeu ou un projet scolaire. Je sais, votre honneur, dit Manon. Et je sais que je ne suis qu'une enfant, mais j'ai trouvé des preuves. De vraies preuves qui montrent que mon père n'a pas fait ce qu'ils disent qu'il a fait et personne ne veut m'écouter parce que je n'ai que 11 ans. Le juge resta silencieux un moment. Quel genre de preuves ? Manon brandit son dossier. Des documents qui montrent que la signature sur le formulaire de retrait est fausse. Des relevés bancaires qui prouvent que mon père était ailleurs lorsque l'argent a été pris. Un email qui montre que M. Mercier voulait récupérer son argent avant que tout cela n'arrive. Et mon témoignage. J'étais avec mon père quand ils disent qu'il volait l'argent. Je peux prouver qu'il est innocent. Maître Vidal se releva. Votre honneur, s'il vous plaît. C'est plus qu'inapproprié. L'enfant n'est pas avocate. Elle ne peut pas présenter de preuves ou interroger des témoins. Tout ce spectacle fait perdre du temps au tribunal. Maître Vidal, dit calmement le juge Leclerc. Je fais ce travail depuis 32 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu une fillette de 11 ans entrer dans mon tribunal avec des preuves qu'elle prétend que l'avocat de son propre père a manqué. Il regarda Maître Moreau. Maître Moreau, étiez-vous au courant de ces preuves ? Maître Moreau se leva nerveusement. Votre honneur, Mademoiselle Dubois a effectivement porté certains documents à mon attention il y a 2 semaines. J'ai tenté d'enquêter, mais j'ai rencontré des obstacles avec la disponibilité des témoins, et donc. Il y a donc des preuves qui n'ont pas été correctement examinées. Les sourcils du juge se haussèrent. Eh bien, oui, votre honneur, mais... Le juge Leclerc leva la main pour obtenir le silence. Il regarda de nouveau Manon, puis Stéphane, puis le tribunal bondé. Tout le monde le regardait, attendant sa décision. Finalement, il parla. « Je vais faire quelque chose de très inhabituel, » dit le juge. « Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez pas servir d'avocate à votre père. Ce serait illégal. » Cependant, il fit une pause. « Je vais vous autoriser à témoigner en tant que témoin. Vous pourrez présenter vos documents comme preuve et vous pourrez répondre aux questions sur ce que vous savez. » Votre honneur, je m'oppose. La voix de Maître Vidal était forte. C'est. Votre objection est notée, Maître Vidal, mais c'est mon tribunal, et je veux voir ce que cet enfant a à dire. Si ces preuves sont sans valeur, nous le saurons assez vite. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance que des faits pertinents aient été négligés, il regarda directement le procureur, alors il est de notre devoir de les examiner. La justice est plus importante que la commodité. Asseyez-vous. Maître Vidal s'assit, mais son visage était rouge de colère. Le juge Leclerc regarda à nouveau Manon. Maître Moreau vous aidera. Vous vous adresserez à moi en disant votre honneur à tout moment. Vous ne direz que la vérité. Comprenez-vous ? Oui, votre honneur. La voix de Manon était forte maintenant. L'espoir remplissait sa poitrine. Huissier, faites prêter serment au témoin, dit le juge. Un huissier s'approcha de Manon et lui demanda de lever la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ? Je le jure, dit fermement Manon. Vous pouvez vous asseoir à la barre des témoins. Manon se dirigea vers la barre des témoins, une chaise spéciale à côté du bureau du juge avec un microphone devant. Elle dut grimper sur le siège car il était si haut. Une fois assise,
elle posa son dossier sur la petite étagère devant elle. Le tribunal tout entier la dévisageait. Elle pouvait voir son père pleurer silencieusement. Elle pouvait voir tante Sylvie avec les mains sur la bouche. Elle pouvait voir les journalistes se pencher en avant, ne voulant pas manquer un seul mot. Elle était terrifiée, mais elle était aussi prête. Le juge Leclerc lui fit un signe de tête. « Mademoiselle Dubois, vous pouvez commencer. Dites au tribunal ce que vous savez. » Manon prit une profonde inspiration. Elle ouvrit son dossier et sortit son premier document, le formulaire de retrait avec la signature falsifiée. « Votre honneur, commença-t-elle, sa voix claire à travers le microphone. Mon père n'a pas volé d'argent, et je peux le prouver. » Pendant l'heure qui suivit, Manon présenta ses preuves, pièce par pièce. Elle montra le formulaire de retrait au juge et expliqua en quoi la signature était fausse. « Mon père a signé des centaines de papiers pour moi, des autorisations, des bulletins scolaires, des cartes d'anniversaire. Je connais sa signature. Le S de Stéphane est toujours pointu et anguleux comme un triangle. Mais regardez celui-ci. Il est rond comme un cercle. Et le D de Dubois est toujours grand et ample. Mais celui-ci est petit et à l'étroit. Quelqu'un a essayé de copier sa signature, mais ils ne l'ont pas fait exactement comme il faut. » Maître Vidal s'opposa. « Votre honneur, l'enfant n'est pas une experte en écriture. Son opinion sur les signatures n'a aucune valeur. » Mais le juge Leclerc se pencha en avant, étudiant attentivement le document à travers ses lunettes. Le tribunal considéra son témoignage ainsi que toutes les autres preuves. « Continuez, mademoiselle Dubois. » Ensuite, Manon présenta le relevé bancaire. Ce papier montre que les 50 000 € ont été pris de la banque le 15 mars à exactement 14h30 de l'après-midi. Mais mon père n'était pas à la banque ce jour-là. Il était avec moi. Où était-il ? Demanda le juge Leclerc. À mon école, votre honneur. Il est venu pour une rencontre parents-professeurs avec mon institutrice, Madame Rousseau. La réunion était de 14h à 15h. Mon père ne pouvait pas être à la banque en train de prendre de l'argent s'il était à mon école en train de parler à mon institutrice. Des murmures parcoururent le tribunal. C'était une nouvelle information qui surprit même les procureurs. Avez-vous une preuve de cette rencontre ? Demanda le juge. Mon institutrice s'en souvient, votre honneur, mais l'école ne la laissera pas témoigner. La voix de Manon devint un peu frustrée. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être impliqués. Mais j'ai autre chose. Elle sortit le relevé de carte bancaire. Après la rencontre parents-professeurs, mon père m'a emmené au café du coin à côté de l'école. Il m'a acheté un chocolat chaud. Regardez ici, sur son relevé de carte bancaire. 15 mars, 14h47. Café du coin, 412 rue du Chêne. C'est le café près de mon école. C'est 17 minutes après que quelqu'un était censé être à la banque en train de prendre de l'argent. Et la banque est de l'autre côté de la ville. Le trajet prend 30 minutes en Renault 4. Elle pouvait voir le juge Leclerc prendre des notes. Son expression était sérieuse, concentrée. Maître Moreau se leva, retrouvant enfin son courage. Votre honneur, si je peux me permettre, la défense souhaite soumettre formellement ces documents comme preuve. Le relevé de carte bancaire prouve que M. Dubois était à l'autre bout de la ville au moment exact du vol présumé. L'accusation souhaite examiner ces documents, dit Maître Vidal en se levant. Vous aurez votre chance pendant le contre-interrogatoire, dit le juge Leclerc. Laissez le témoin finir. Mademoiselle Dubois, y a-t-il autre chose ? Oui, votre honneur. Manon sortit l'email. C'est un email de M. Mercier, l'homme qui a accusé mon père de vol, à mon père. Il est daté du 20 février. C'est 3 semaines avant que l'argent ne disparaisse. Dans l'email, M. Mercier dit qu'il veut récupérer son argent. Il dit que le partenariat ne fonctionne pas et qu'il veut fermer l'entreprise. Elle leva les yeux vers le juge, ses yeux passionnés. Ne voyez-vous pas, votre honneur ? M. Mercier voulait récupérer son argent. Il l'a dit lui-même. Et si ? Et s'il avait retiré son propre argent de la banque puis en avait accusé mon père ? Alors mon père irait en prison et M. Mercier aurait son argent et il pourrait même poursuivre mon père pour plus. Le tribunal explosa de nouveau en chuchotement. Les gens parlaient avec excitation les uns aux autres.
Ordre. Le juge Leclerc frappa son marteau. Il regarda les procureurs. Maître Vidal, Maître Leroy, étiez-vous au courant de cet email? Maître Vidal parut mal à l'aise. Votre honneur, cet email n'est pas pertinent. Monsieur Mercier avait tout à fait le droit de vouloir dissoudre le partenariat. Ça ne prouve pas. Ça prouve un mobile, interrompit Manon, oubliant qu'elle devait attendre qu'on lui pose des questions. Ça prouve que monsieur Mercier avait une raison de prendre son propre argent et d'accuser mon père. Mademoiselle Dubois, dit doucement le juge Leclerc. S'il vous plaît, attendez les questions avant de parler. Mais il regarda de nouveau les procureurs. Elle a raison. Cet email établit que monsieur Mercier voulait mettre fin à la relation d'affaires. Combiné avec les preuves de la chronologie montrant que monsieur Dubois ne pouvait pas être à la banque. Je suis très intéressé d'entendre le témoignage de monsieur Mercier. Maître Leroy se leva. Votre honneur, monsieur Mercier est notre témoin clé. Il doit témoigner cet après-midi. Il pourra tout expliquer. J'en suis sûr, dit le juge. Il regarda Manon. Mademoiselle Dubois, y a-t-il autre chose? Manon hocha la tête. Juste une dernière chose, votre honneur. Mon père est la personne la plus honnête que je connaisse. Il ne volerait jamais, même pas un euro. Il m'a appris que l'honnêteté est plus importante que l'argent. Il m'a appris que votre réputation et votre parole sont tout ce que vous avez vraiment. Un homme qui a enseigné ces choses à sa fille ne les jetterait pas en l'air en volant. Il ne le ferait tout simplement pas. Sa voix se cassa un peu. Mon père est innocent. Et tout ce que je demande, c'est que vous regardiez les preuves. Que vous les regardiez vraiment. Ne laissez pas un homme innocent aller en prison. S'il vous plaît. Le tribunal était complètement silencieux. Le juge Leclerc regarda Manon un long moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Du respect peut-être, ou de la tristesse, ou les deux. Maître Vidal, dit le juge. Vous pouvez contre-interroger le témoin. Maître Vidal se leva lentement. Il se dirigea vers Manon avec un sourire confiant. Il pensait pouvoir briser son témoignage facilement. Après tout, elle n'était qu'une enfant. Mademoiselle Dubois, dit-il d'une voix douce. Vous aimez beaucoup votre père, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et vous feriez n'importe quoi pour l'aider? Oui, monsieur. Alors, n'est-il pas possible que vous voyiez simplement ce que vous voulez voir? Que vous soyez si désespéré de croire que votre père est innocent que vous imaginez des preuves qui n'existent pas vraiment? Manon le regarda droit dans les yeux. Non, monsieur. Je n'imagine rien. Les documents sont réels. Le relevé de carte bancaire est réel. L'email est réel. Et j'étais vraiment à cette rencontre parent-professeur avec mon père. Ce sont des faits, pas de l'imagination. Le sourire de Maître Vidal s'estompa un peu. Mais vous n'êtes pas une experte en écriture. Vous ne pouvez pas vraiment savoir si cette signature est fausse. Peut-être pas avec certitude, admit Manon. Mais je connais l'écriture de mon père mieux que quiconque. Et cette signature me semble fausse. Vous pourriez demander à un vrai expert en écriture de vérifier si vous vouliez connaître la vérité. Quelques personnes dans le tribunal ricanèrent doucement. Le visage de Maître Vidal rougit. Et ce reçu de carte bancaire. Comment savons-nous que votre père ne vous a pas simplement donné sa carte à utiliser pendant qu'il allait à la banque? Parce que j'étais avec lui, dit fermement Manon. J'étais assise juste à côté de lui dans le café, buvant un chocolat chaud pendant qu'il buvait son café. Nous étions ensemble tout le temps. Maître Vidal essaya quelques questions de plus, mais Manon avait une réponse à tout. Elle ne s'embrouilla pas. Elle ne se contredit pas. Elle dit simplement la vérité. Finalement, Maître Vidal abandonna. Pas d'autres questions, dit-il en s'asseyant avec une expression frustrée. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle Dubois, dit le juge Leclerc. Manon descendit de la barre des témoins et retourna s'asseoir avec tante Sylvie. Tout son corps tremblait maintenant que c'était fini. Tante Sylvie attrapa sa main et la serra fort, des larmes coulant sur son visage. Tu as été incroyable, murmura tante Sylvie. Le juge Leclerc s'adressa au tribunal. Nous allons prendre une pause de 15 minutes. À notre retour, je veux entendre monsieur Nicolas Mercier.
Pendant la pause, le tribunal bourdonnait d'excitation. Les journalistes se précipitèrent dehors pour passer des appels. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, chuchotant sur ce dont ils venaient d'être témoins. Manon s'assit avec tante Sylvie sur leur siège, ses mains tremblant encore de l'adrénaline. « Tu as si bien fait, ma chérie », n'arrêtait pas de dire tante Sylvie, la serrant fort dans ses bras. « Si bien. » L'avocat de Stéphane, maître Moreau, s'approcha d'elle avec une expression surprise mais pleine d'espoir. « Mademoiselle Dubois, c'était remarquable. Vraiment remarquable. Vous nous avez donné une vraie chance. Pensez-vous que le juge me croit ? Demanda Manon anxieusement. Je pense qu'il vous prend très au sérieux, plus au sérieux que je ne m'y attendais pour être honnête. Maître Moreau jeta un coup d'œil vers l'endroit où les procureurs avaient une conversation intense à voix basse dans le coin. Et je pense que Maître Vidal est inquiet, ce qui est un très bon signe. Manon regarda de l'autre côté du tribunal où son père était assis à la table des accusés. Un garde se tenait à proximité, mais Stéphane s'était tourné sur son siège pour la regarder. Son visage était mouillé de larmes, mais il souriait, vraiment souriant, pour la première fois depuis des mois. Il posa sa main sur son cœur et articula « Je suis si fier de toi ». Manon sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins son père savait qu'elle s'était battue pour lui. Au moins il savait qu'elle croyait en lui. Les 15 minutes passèrent rapidement. Bientôt, l'huissier cria « Levez-vous ». Tout le monde se leva alors que le juge Leclerc retournait à son siège. Une fois qu'il fut assis, tout le monde s'assit aussi. Nous allons maintenant entendre le témoignage du témoin clé de l'accusation, dit le juge Leclerc. Huissier, faites entrer monsieur Nicolas Mercier. Les portes du tribunal s'ouvrirent et monsieur Mercier entra. Il ressemblait exactement à ce dont Manon se souvenait, grand et confiant, portant un costume gris coûteux qui coûtait probablement plus que ce que son père gagnait en plusieurs mois. Ses cheveux gris étaient parfaitement peignés. Ses chaussures étaient brillantes. Il portait une montre en or qui scintillait sous les lumières du tribunal. Mais alors qu'il se dirigeait vers la barre des témoins, Manon remarqua quelque chose. Il n'avait pas l'air aussi confiant que d'habitude. Ses yeux parcouraient nerveusement le tribunal. Quand son regard croisa celui de Manon, sa mâchoire se serra. « Il sait », pensa Manon. « Il sait que j'ai trouvé l'email. Il sait que j'étais à la rencontre parent-professeur. Il a peur. » L'huissier fit prêter serment à monsieur Mercier, et il s'assit à la barre des témoins, ajustant sa cravate. Maître Vidal se leva pour l'interroger. « Monsieur Mercier, veuillez décliner votre nom et votre profession pour le procès-verbal. » Nicolas Mercier. Je suis un homme d'affaires et investisseur. Je possède plusieurs propriétés et entreprises dans la ville. Et vous étiez en partenariat commercial avec l'accusé, Stéphane Dubois? Oui. Malheureusement. La voix de monsieur Mercier était douce, exercée. J'avais une confiance totale en monsieur Dubois. Cette confiance a été trahie. S'il vous plaît, dites au tribunal ce qui s'est passé. Monsieur Mercier soupira dramatiquement, comme s'il était très triste de toute cette affaire. J'ai rencontré Stéphane il y a environ 1 an. Il travaillait comme comptable et j'ai été impressionné par ses compétences. J'ai suggéré que nous montions une entreprise ensemble, Services financiers Mercier et Dubois. J'ai investi 50 000 € de mon propre argent pour lancer l'entreprise. Le travail de Stéphane était de gérer cet argent de manière responsable. Il fit une pause, secouant la tête. Pendant les 2 premiers mois, tout semblait bien se passer. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des irrégularités. Stéphane était secret sur les finances. Il ne me montrait pas les registres complets. Quand je l'ai pressé à ce sujet, il est devenu défensif. Que s'est-il passé ensuite? Demanda maître Vidal. Le 20 mars, je suis allé vérifier le compte bancaire de l'entreprise. Les 50 000 € avaient disparu. Complètement disparu. Quand j'ai confronté Stéphane, il a prétendu ne pas savoir ce qui s'était passé, mais la banque m'a montré des registres de retrait avec sa signature. Il avait pris mon argent. Et comment vous êtes-vous senti? Dévasté, trahi. J'avais fait confiance à cet homme. Je lui avais donné l'opportunité de construire quelque chose de significatif, et il m'a volé. La voix de monsieur Mercier semblait blessée et triste.
Plusieurs personnes dans le tribunal hochèrent la tête avec sympathie. Monsieur Mercier était un bon acteur, réalisa Manon. Il semblait complètement sincère. Pas d'autres questions, dit Maître Vidal, s'asseyant avec un air satisfait. Le juge Leclerc regarda Maître Moreau. La défense souhaite-t-elle contre-interroger? Maître Moreau se leva, l'air plus confiant maintenant qu'il ne l'avait été de toute la journée. Oui, votre honneur. Absolument. Il se dirigea vers Monsieur Mercier avec le dossier de Manon à la main. Monsieur Mercier, vous avez dit avoir remarqué des irrégularités dans les finances. Pouvez-vous être précis sur ce qu'étaient ces irrégularités? Monsieur Mercier se tortilla sur son siège. Juste des choses qui ne collaient pas, des dépenses qui semblaient trop élevées, de l'argent déplacé. Mais vous n'avez jamais mentionné cela à la police dans votre rapport initial, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais concentré sur le problème principal, le vol. Je vois. Maître Moreau sortit un document. Monsieur Mercier, je vous montre ce qui a été marqué comme pièce à conviction, c'est de la défense. C'est un email de vous à Monsieur Dubois, daté du 20 février. Pouvez-vous lire la partie surlignée pour le tribunal? Le visage de Monsieur Mercier pâlit légèrement. Il prit le papier et lut d'une voix tendue, « Ce partenariat ne fonctionne pas comme je l'espérais. Je vais avoir besoin de récupérer mon investissement initial bientôt. » Vous vouliez récupérer votre argent, dit Maître Moreau. 3 semaines avant d'accuser Monsieur Dubois de l'avoir volé. Ce n'est pas. Je voulais juste dire éventuellement, quand nous fermerions l'entreprise correctement. Mais vous n'avez pas fermé l'entreprise correctement, n'est-ce pas? Au lieu de cela, vous avez retiré votre argent et blâmé Monsieur Dubois pour sa disparition. Objection. Maître Vidal se leva d'un bond. Spéculation et harcèlement du témoin. Maintenu, dit le juge Leclerc. Maître Moreau, reformulez votre question. Monsieur Mercier, avez-vous retiré ces 50 000 € du compte? Non. Absolument pas. La voix de Monsieur Mercier s'éleva. Alors qui l'a fait? Stéphane Dubois l'a fait. Les relevés bancaires le prouvent. Maître Moreau sortit un autre document. Les relevés bancaires montrent que l'argent a été retiré le 15 mars à 14h30. Où étiez-vous à ce moment-là? Je ne me souviens pas. C'était il y a des mois. Vous ne vous souvenez pas? C'était 50 000 € de votre argent le jour où il a été volé. Et vous ne vous souvenez pas où vous étiez? Le visage de Monsieur Mercier devenait rouge maintenant. J'étais probablement dans l'une de mes propriétés. Je possède plusieurs bâtiments. Je suis un homme occupé. Donc, vous n'avez pas d'alibi pour l'heure du vol. Je n'ai pas besoin d'alibi. Je suis la victime ici. L'êtes-vous? La voix de Maître Moreau était tranchante maintenant. Parce que Monsieur Dubois a un alibi. Il était à l'école de sa fille pour une rencontre parents-professeurs. Étage 17 minutes après le retrait de l'argent, sa carte bancaire a été utilisée dans un café à côté de cette école. Il a un reçu. Il a des témoins. Il n'était nulle part près de la banque. Le tribunal éclata en chuchotement. Les yeux de Monsieur Mercier s'écarquillèrent. C'est impossible, balbutia Monsieur Mercier. L'est-ce? Ou est-ce impossible parce que c'est vous qui avez réellement retiré l'argent? Objection. Maître Vidal était de nouveau sur ses pieds. Votre honneur, dit rapidement Maître Moreau. La défense estime que Monsieur Mercier avait le mobile, les moyens et l'opportunité de piéger Monsieur Dubois. Il voulait récupérer son argent. Son propre email le prouve. Il avait accès au compte, et il n'a pas d'alibi pour le moment où le vol a eu lieu. Le juge Leclerc se pencha en avant, ses yeux perçants fixés sur Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, je veux que vous réfléchissiez très attentivement avant de répondre à ma prochaine question. Avez-vous falsifié la signature de Stéphane Dubois sur ce formulaire de retrait? Le tribunal devint complètement silencieux. Tout le monde retint son souffle. Le visage de Monsieur Mercier était maintenant rouge vif. La sueur perlait sur son front. Ses mains agrippaient les bras du fauteuil des témoins. Non, je ne l'ai pas fait. Mais sa voix vacilla. Il n'avait plus l'air sûr. Il n'avait plus l'air confiant. Le juge Leclerc l'étudia un long moment. Monsieur Mercier,
si vous mentez sous serment dans mon tribunal, c'est un parjure. Le parjure est un crime grave qui entraîne une peine de prison. Comprenez-vous? Monsieur Mercier déglutit difficilement. Son masque d'homme d'affaires confiant se fissurait. Ses yeux se dirigèrent vers la porte comme s'il pensait à s'enfuir. Monsieur Mercier, dit fermement le juge. Je vais vous poser la question une dernière fois. Avez-vous pris cet argent? Le silence s'éternisa. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Les mains de Monsieur Mercier tremblaient maintenant. Son visage était passé du rouge au pâle. Il avait l'air sur le point d'être malade. Commença-t-il. Tout le monde dans le tribunal se pencha en avant. Essaya de nouveau Monsieur Mercier. Puis soudain, ses épaules s'affaissèrent. Toute combativité l'avait quitté. Il mit son visage dans ses mains. Oui, murmura-t-il. Le tribunal explosa. Les gens haltèrent et crièrent. Les journalistes bondirent. L'huissier dut crier pour rétablir l'ordre. Le juge Leclerc frappa son marteau à plusieurs reprises. Ordre! Ordre dans ce tribunal! Monsieur Mercier garda son visage dans ses mains, ses épaules secouées. Quand il leva enfin les yeux, des larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de culpabilité, de honte et de défaite. Oui, dit-il plus fort, la voix brisée. Oui, j'ai pris l'argent. J'ai falsifié la signature de Stéphane. Je l'ai piégé. Manon sentit que son cœur allait éclater. Elle attrapa la main de tante Sylvie et la serra fort. Des larmes coulaient sur leurs deux visages. Stéphane avait les mains sur la bouche, tout son corps secoué par des sanglots de soulagement. Le visage du juge Leclerc était sévère et en colère. Monsieur Mercier, vous allez vous expliquer maintenant. Pourquoi avez-vous piégé un homme innocent? Monsieur Mercier s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Toute sa confiance avait disparu. Il avait l'air petit et pathétique maintenant. J'étais endetté, dit-il doucement. De mauvais investissements. Je devais beaucoup d'argent à des gens dangereux. J'avais besoin de récupérer ces 50 000 €, mais j'avais aussi besoin. J'avais besoin de plus. Je pensais que si je pouvais piéger Stéphane, je pourrais le poursuivre en justice pour dommages et intérêts, peut-être obtenir plus d'argent de sa famille ou un règlement. Et les gens à qui je devais de l'argent penseraient que l'argent avait disparu, volé, alors ils arrêteraient d'exiger le paiement. Il regarda Stéphane avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Je suis désolé. Tellement désolé. Vous m'avez fait confiance et j'ai détruit votre vie. J'ai détruit la vie de votre fille. Tout ça parce que j'étais un lâche qui ne pouvait pas faire face à mes propres erreurs. Le tribunal était silencieux maintenant, à l'exception du bruit des gens qui pleuraient. Des larmes de joie, des larmes de colère, des larmes de tristesse, toutes mélangées. La voix du juge Leclerc était froide comme la glace. Huissier, placez Monsieur Mercier en garde à vue. Il est en état d'arrestation pour parjure, fraude et vol. Maître Vidal, Maître Leroy, vous allez immédiatement déposer une demande de non-lieu pour toutes les charges contre Stéphane Dubois. Oui, votre honneur, dit doucement Maître Vidal, l'air embarrassé et vaincu. L'huissier passa les menottes à Monsieur Mercier. Alors qu'il l'emmenait, il regarda une dernière fois Manon. Vous êtes une fille courageuse, dit-il doucement. Plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Puis il disparut. Le juge Leclerc frappa son marteau une dernière fois. Toutes les charges contre Stéphane Dubois sont par la présente rejetées, annonça-t-il. Monsieur Dubois, vous êtes libre de partir. Ce tribunal s'excuse pour l'injustice que vous avez subie. Le tribunal éclata en applaudissements. Les gens se levèrent, applaudissant et acclamant. Certains pleuraient. Les journalistes se précipitèrent dehors pour partager la nouvelle. Stéphane se leva lentement, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qui se passait. L'huissier lui retira ses menottes. Pour la première fois depuis des mois, les mains de Stéphane étaient libres. « Papa !» cria Manon. Elle bondit de son siège et courut dans l'allée. « Manon !» La voix de Stéphane se cassa alors qu'il ouvrait les bras. Manon se jeta sur son père, enroulant ses bras autour de lui aussi fort qu'elle le pouvait. Stéphane tomba à genoux et la serra, sanglotant dans son épaule. « Tu l'as fait, ma petite fille,
pleura-t-il. Tu m'as sauvé. Tu nous as sauvés. Je t'aime, papa, dit Manon à travers ses larmes. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout au monde. Ils se tinrent l'un l'autre pendant que le tribunal regardait, de nombreuses personnes essuyant les larmes de leurs propres yeux. Même le juge Leclerc dut retirer ses lunettes et tamponner ses yeux avec un mouchoir. Tante Sylvie se précipita et se joignit à l'étreinte, pleurant et riant en même temps. Dieu merci. Dieu merci, tu vas bien. Maître Moreau s'approcha aussi, souriant plus largement que quiconque ne l'avait jamais vu sourire. Monsieur Dubois, vous avez une fille extraordinaire. Elle a fait ce que je n'ai pas pu faire. Elle a trouvé la vérité et a fait en sorte que tout le monde l'écoute. Stéphane se recula et regarda Manon, tenant doucement son visage dans ses mains. Tu es mon héroïne, Manon. Tu le sais? Tu es la personne la plus courageuse, la plus intelligente, la plus incroyable que j'ai jamais connue. Le juge Leclerc s'éclaircit la gorge. Tout le monde se tourna pour le regarder. Il était debout maintenant, les regardant de son haut bureau. Mademoiselle Dubois, dit-il, son visage sévère s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Approchez du banc, s'il vous plaît. Manon s'avança pour se tenir devant le juge, soudainement nerveuse à nouveau. Avait-elle fait quelque chose de mal? Le juge Leclerc la regarda avec des yeux chauds et bienveillants. Jeune fille, en 32 ans de carrière de juge, j'ai vu des centaines d'avocats. Certains bons, certains mauvais, certains entre les deux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour la justice comme vous l'avez fait aujourd'hui. Il fit une pause, sa voix s'épaississant d'émotion. Vous avez cru en la vérité quand personne d'autre ne le faisait. Vous avez fait le travail difficile que d'autres étaient trop paresseux ou trop effrayés pour faire. Vous vous êtes levé dans ce tribunal avec rien d'autre que l'amour pour votre père et un dossier plein de preuves, et vous avez refusé de vous taire. Le juge se pencha en avant. La loi dit que vous êtes trop jeune pour être avocate. Mais dans votre cœur, dans votre esprit, vous avez plus de justice en vous que la plupart des avocats n'en auront jamais. Si vous continuez à étudier, à apprendre, à vous soucier de la vérité et de l'équité comme vous le faites maintenant, un jour vous pourriez être à ma place. Vous pourriez être avocate ou juge ou tout ce que vous voulez être, et vous seriez magnifique. Manon sentit de nouveau des larmes couler sur ses joues. Merci, votre honneur. Non, mademoiselle Dubois, merci à vous. Vous m'avez rappelé pourquoi je suis devenu juge en premier lieu. Pour trouver la vérité, pour protéger les innocents, pour servir la justice. Il sourit, un vrai sourire chaleureux. Ne perdez jamais ce feu en vous. Le monde a besoin de gens comme vous. Manon hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Le juge Leclerc s'adressa à tout le tribunal une dernière fois. Que cette affaire soit une leçon pour tout le monde. Parfois, la plus petite voix peut révéler la plus grande vérité. Parfois, un enfant peut voir clairement ce que les adultes ont manqué. Et parfois, l'amour et la détermination sont plus forts que n'importe quelle corruption ou mensonge. Il frappa doucement son marteau. L'audience est levée. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes lorsque Manon, Stéphane et tante Sylvie sortirent. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Des microphones furent tendus vers eux. Monsieur Dubois, qu'est-ce que ça fait d'être libre? Manon, comment avez-vous découvert que votre père était innocent? Que ferez-vous maintenant? Stéphane tenait fermement la main de Manon alors qu'il traversait la foule. Il s'arrêta à mi-chemin des marches et se tourna vers les caméras. Je veux dire quelque chose, dit-il, la voix encore rauque d'avoir pleuré. Pendant 7 mois, j'ai vécu un enfer. J'étais innocent, mais personne ne me croyait. Je pensais que j'allais tout perdre. Ma liberté, ma fille, ma vie. Il baissa les yeux vers Manon avec tant d'amour que ça en était douloureux. Mais cette petite fille n'a jamais cessé de croire en moi. Quand tout le monde a abandonné, elle s'est battue. Elle a enquêté. Elle a trouvé la vérité. Une enfant de 11 ans a fait ce que des avocats et des policiers formés n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire. Sa voix devint plus forte. Je suis libre aujourd'hui parce que ma fille m'a assez aimé pour se battre pour moi. Elle est la personne la plus forte, la plus courageuse que je connaisse. Et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être le père qu'elle mérite. Les journalistes griffonnaient furieusement.
D'autres flashs crépitèrent. Un journaliste cria « Manon, que veux-tu dire ?» Manon regarda toutes les caméras et les microphones. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. La peur, la tristesse, les nuits solitaires, le travail acharné, le moment où Monsieur Mercier avait finalement avoué. Je veux juste dire, si vous aimez quelqu'un, n'abandonnez jamais. Quand tout le monde me disait que mon père était coupable, je ne l'ai pas cru parce que je le connaissais. Je connaissais son cœur et l'amour m'a aidé à voir la vérité. Elle fit une pause, pensant à d'autres enfants qui pourraient regarder cela aux informations. Des enfants dont les parents ou les membres de la famille pourraient être en difficulté. Si quelqu'un que vous aimez est traité injustement, ne restez pas là à pleurer. Faites quelque chose. Posez des questions. Cherchez des réponses. Même si vous n'êtes qu'un enfant, votre voix compte. La vérité compte. Et parfois, la plus petite personne peut faire la plus grande différence. Les journalistes applaudirent. Certains d'entre eux avaient aussi des larmes aux yeux. Alors qu'ils descendaient le reste des marches vers la voiture de tante Sylvie, des gens sur le trottoir les interpellèrent, « Que Dieu vous bénisse, petite fille. Vous êtes une héroïne, ma chérie. Votre fille est incroyable, monsieur. Incroyable. » Ce soir-là, Stéphane et Manon retournèrent à leur appartement pour la première fois depuis des mois. L'appartement était poussiéreux et froid, mais c'était leur maison. Stéphane déverrouilla la porte, puis souleva Manon et la porta à l'intérieur. « Nous sommes à la maison, ma chérie, » murmura-t-il. « Nous sommes enfin à la maison. » Ils passèrent la soirée à nettoyer ensemble, à parler et à rire, simplement heureux d'être de nouveau ensemble. Stéphane prépara un bœuf bourguignon pour le dîner, le plat préféré de Manon. Ils mangèrent à leur petite table de cuisine, et c'était comme le repas le plus délicieux que Manon ait jamais eu. Après le dîner, Stéphane borda Manon dans son propre lit pour la première fois depuis des mois. Il s'assit au bord du lit comme il le faisait avant, et lui tint la main. « Papa, dit doucement Manon. »« Oui, ma chérie. »« Que arrive-t-il à Monsieur Mercier maintenant ?» Stéphane soupira. « Il passera en jugement. Il ira probablement en prison pour longtemps. Ce qu'il a fait était très mal. Le détestes-tu » Stéphane resta silencieux un moment. « Je suis en colère contre ce qu'il a fait. Il a failli détruire nos vies. Mais la haine ? La haine demande trop d'énergie, et je préfère dépenser mon énergie à t'aimer et à reconstruire notre vie. » Il écarta une mèche de cheveux du front de Manon. Monsieur Mercier a fait des choix terribles parce qu'il avait peur et était désespéré. J'espère qu'il en tirera des leçons. J'espère qu'il deviendra une meilleure personne. Mais surtout, j'espère juste que nous pourrons aller de l'avant et laisser tout ça derrière nous. Moi aussi, dit Manon en bâillant. Stéphane sourit. Tu dois être épuisé. Tu as mené tout un procès aujourd'hui. C'était assez fatigant, admit Manon avec un petit rire. Stéphane se pencha et l'embrassa sur le front. Dors bien, ma courageuse fille. Demain est un nouveau jour, un nouveau départ. Il commença à se lever, mais Manon attrapa sa main. Papa, veux-tu prier avec moi ? Comme avant. Les yeux de Stéphane s'emplirent de nouveau de larmes, mais c'étaient des larmes de joie maintenant. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr. Il s'agenouilla à côté de son lit et lui tint la main comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Merci, pria doucement Stéphane, de nous avoir protégés. Merci d'avoir donné à Manon le courage et la sagesse dont elle avait besoin. Merci que la vérité ait enfin été révélée. Merci de nous avoir ramenés à la maison. Et merci, ajouta Manon, de ne jamais nous avoir abandonnés, même quand les choses étaient vraiment difficiles. S'il te plaît, aide Monsieur Mercier à apprendre à être meilleur. Et s'il te plaît, aide les autres familles qui traversent des moments difficiles comme nous l'avons fait. Amen, dirent-ils ensemble. Stéphane borda la couverture autour de Manon et l'embrassa une dernière fois. Je t'aime, ma chérie. Fais de beaux rêves. Je t'aime aussi, papa. Bonne nuit. Stéphane éteignit la lumière et commença à partir, mais il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et regarda Manon une dernière fois. Sa fille, son héroïne, dormant paisiblement dans son propre lit, enfin en sécurité, enfin à la maison. La vie reprit lentement son cours normal, mais c'était un meilleur normal qu'avant. Stéphane retrouva son ancien poste au cabinet comptable.
Son directeur s'excusa de ne pas avoir cru en lui et lui donna même une augmentation. Nous aurions dû savoir que vous ne feriez jamais une chose pareille, dit son directeur. Vous êtes l'homme le plus honnête que je connaisse. L'histoire de la victoire de Manon au tribunal se répandit partout. Des articles de presse furent écrits sur elle. Elle fut invitée à prendre la parole dans des écoles et des centres communautaires. Les gens l'appelaient « la petite avocate » ou « l'enfant justicière ». Mais Manon ne laissa pas cela lui monter à la tête. Elle continua simplement d'aller à l'école, de faire ses devoirs et d'être une enfant normale. Bien que ses camarades de classe la traitent maintenant comme une célébrité, et qu'elle ait plus d'amis que jamais. Un samedi après-midi, on frappa à la porte de leur appartement. Stéphane ouvrit et trouva le juge Leclerc, non pas en robe de magistrat, mais en tenue décontractée, un pantalon de toile et un pull bleu. Il avait l'air différent, plus comme un grand-père qu'un juge sévère. « Juge Leclerc, dit Stéphane, surpris. Entrez, je vous en prie. » Le juge entra et sourit à Manon, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. « Bonjour, mademoiselle Dubois. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, votre honneur, » dit Manon en se levant poliment. « S'il vous plaît, en dehors du tribunal, vous pouvez m'appeler monsieur Leclerc. » Il fouilla dans son sac et en sortit un livre. « Je vous ai apporté quelque chose. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire. » C'était un livre épais intitulé « Les grands procès de l'histoire de France ». La couverture montrait un dessin de salle d'audience d'autrefois. « J'ai lu ceci quand j'étais à la faculté de droit, » dit le juge Leclerc. « Il est plein d'histoires de gens qui se sont battus pour la justice contre des obstacles impossibles. Des gens qui ont refusé d'abandonner, tout comme vous. J'ai pensé que vous pourriez le trouver inspirant. » Manon prit le livre avec précaution, comme s'il était en or. « Merci beaucoup, monsieur Leclerc. Je lirai chaque page. » Le juge sourit. « Je n'en doute pas. » Il regarda Stéphane. « Monsieur Dubois, vous avez une fille très spéciale. Je pensais ce que j'ai dit au tribunal. Si elle veut poursuivre une carrière dans le droit ou la justice sous quelque forme que ce soit, elle a un avenir brillant devant elle. Elle peut être tout ce qu'elle veut, » dit fièrement Stéphane, en passant son bras autour de Manon. « Et quoi qu'elle choisisse, je la soutiendrai à chaque étape. » Le juge Leclerc hocha la tête avec satisfaction. « Bien. C'est très bien. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Oh, et vous devriez savoir, monsieur Mercier a plaidé coupable à toutes les accusations. Il purgera une peine de 8 ans de prison, et il a accepté de payer une restitution complète, y compris une indemnisation pour vos frais de justice et votre perte de salaire. » Les sourcils de Stéphane se haussèrent. « Je ne m'attendais pas à ça. » « La justice, » dit simplement le juge. « La vraie justice. Grâce à votre fille, la vérité a éclaté et la bonne personne est punie. C'est ainsi que le système est censé fonctionner. » Après le départ du juge Leclerc, Manon s'assit sur le canapé avec son nouveau livre. Stéphane s'assit à côté d'elle. « Papa, » demanda Manon. « Penses-tu que je devrais être avocate quand je serai grande ?» Stéphane réfléchit un moment. « Je pense que tu devrais être ce qui te rend heureuse, ma chérie. Une avocate, une enseignante, un médecin, une artiste. Quoi que tu choisisses, tu seras incroyable parce que tu as quelque chose de spécial en toi. Tu as du courage, de la compassion et un amour pour la vérité. Ces qualités te rendront performante, quel que soit le chemin que tu choisiras. » Manon se blottit contre l'épaule de son père. « Je pense que je veux peut-être être avocate ou juge. Pour pouvoir aider d'autres personnes comme tu m'as aidé, comme le juge Leclerc aide les gens. »« Alors c'est ce que tu seras, » dit Stéphane en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Et quand tu seras un jour dans un tribunal à défendre quelqu'un qui a besoin d'aide, je serai dans le public, à te regarder et à penser, c'est ma fille. C'est ma fille courageuse, brillante, magnifique qui m'a sauvé la vie. » Manon sourit. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, papa. C'est ce que fait la famille. » J'espère que vous avez apprécié de regarder cette histoire autant que j'ai aimé la créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine.